Dans mon dernier point lecture, je ne vous ai présenté que des livres dont la couverture avait une dominante de bleu. Et je viens de me rendre compte que c'est encore le cas aujourd'hui. Je crois que je fais une fixette sur cette couleur et je ne sais même pas pourquoi. C'est grave, docteur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, oui, sera un point lecture. Et oui, je ne suis pas peu fière d'arriver tout de même à trouver un peu de temps en ce moment pour lire et du coup avoir en même temps du contenu pour vous faire des vidéos. Bon, je dis ça, mais je ne me tape pas non plus des grosses pavasses en ce moment, sinon clairement j'aurais beaucoup de mal à tourner autant de vidéos, enfin autant, ça va, je vous en fais pas non plus 3 par semaine, mais tout ça pour vous dire que mon rythme de lecture en ce moment me convient plutôt bien et que je vais du coup pouvoir vous parler aujourd'hui comme d'habitude de 4 romans. Et niveau qualitatif, je dirais qu'on n'est pas trop mal. Et je vais débuter ce point lecture avec un classique du genre puisque j'ai enfin lu le très célèbre Les 10 petits nègres d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je sais, ce roman a été republié, renommé Ils étaient 10. Je ne rentrerai pas, je vous le dis tout de suite, dans la polémique du est-ce qu'il faut garder le titre original ou non. Moi, celui que j'ai entre les mains s'intitule donc 10 petits nègres. Donc, dans cette chronique, je dirais ce titre. Je suis désolée, si ça ne vous convient pas, eh bien je vous invite tout simplement à passer à une autre vidéo. Bon alors, pour ce qui est de l'histoire, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, mais bon, on ne sait jamais, je vais quand même vous faire un très rapide résumé. Dans cette histoire, on a donc 10 personnes qui sont un jour convoquées sur une île qui s'appelle l'île aux nègres ou l'île du nègre, je ne sais plus d'où le titre donc de ce roman. 10 personnes qui a priori ne se connaissent pas, qui se retrouvent donc sur cette île pour des prétextes divers et variés, sauf qu'une fois arrivés sur place, ils se rendent compte que tous sont accusés d'avoir tué au moins une personne, en tout cas d'avoir provoqué la mort de quelqu'un, bref, d'être donc des meurtriers. Et au fur et à mesure des journées qu'ils vont passer sur cette île, nos différents protagonistes vont mourir les uns après les autres. Alors j'ai déjà lu plusieurs romans d'Agatha Christie, si vous suivez un peu la chaîne, vous avez sûrement dû voir passer les chroniques, même si je reconnais que ça faisait un moment que je n'en avais pas lu et je n'avais jamais pris le temps de découvrir son grand classique. C'est donc désormais chose faite. Et si ce fut dans l'ensemble une bonne lecture, ce ne sera pas non plus un gros coup de cœur qui m'aura laissé sur les fesses. Après, il faut aussi préciser que je connaissais plus ou moins le mot de la fin et que par conséquent je n'ai pas été totalement surprise. Malgré tout, je reconnais que l'auteur n'a pas volé son titre de reine du crime et je comprends également désormais pourquoi elle est perçue comme un pilier du genre. Il ne faut pas oublier que ce roman a été publié à la base en 1939 et si l'on remet un petit peu les choses dans leur contexte, j'imagine complètement que lors de sa publication initiale, ce roman a dû franchement surprendre et à juste titre. De plus, le style d'Agatha Christie reste très fluide et très moderne pour son époque, ce qui fait que ça reste très agréable à lire encore aujourd'hui. Je trouve donc que c'est vraiment un roman classique qui traverse très bien les âges, même si du point de vue, je dirais, de la construction et du mystère en lui-même, on a tellement écrit dans le même genre depuis que forcément aujourd'hui cela semble beaucoup moins novateur et surprenant que ça n'a dû l'être à l'époque. J'ai tout de même beaucoup aimé le principe de ce roman. Il faut dire qu'à la base je suis plutôt friande de huis clos, alors en avoir un qui se déroule sur une île mystérieuse où les protagonistes meurent les uns après les autres au rythme d'une comptine pour enfants, normalement ça ne pouvait que me plaire. Ce que je reprocherais peut-être à l'auteur, c'est que durant ma lecture j'ai eu le sentiment qu'elle s'était vraiment focalisée sur la construction de son roman, sur comment écrire une histoire qui s'explique alors qu'au premier abord elle semble totalement inexplicable, et ce peut-être un peu au détriment de l'ambiance et de la construction de ses personnages. Je sais que de manière globale, les romans d'Agatha Christie sont assez calibrés, que ce soit d'ailleurs en termes de nombre de pages ou de construction narrative, mais c'est vrai que dans ce titre-ci,
j'ai quand même vraiment déploré un manque de travail autour de l'ambiance, surtout que l'on est quand même avec une île mystérieuse et inhabitée, donc autant dire qu'en termes de travail, d'ambiance un peu flippante, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de génial. De même, j'avais un peu de peine à avoir bien tous les protagonistes en tête parce que, comme je l'ai dit, pour moi, elle n'a pas pris assez le temps de développer et d'étoffer ces différents personnages. Malgré tout, cela reste une lecture agréable et rapide à faire qu'il faut, je trouve, avoir fait dans sa vie, en tout cas si l'on aime un minimum ce genre littéraire, parce qu'effectivement, on sent qu'il pose les bases un petit peu du roman policier, et puis également parce que très clairement, c'est devenu un classique. D'ailleurs, je suis très heureuse d'avoir fait cette lecture pour ce qui est de ma culture personnelle parce que je sais que de nombreuses œuvres, que ce soit littéraires ou cinématographiques ou autres, font régulièrement référence, font régulièrement des clins d'œil à ce titre-ci. Et donc désormais, je me dis que je serai beaucoup plus encline à les comprendre et à les débusquer. Je dirais donc que pour ma part, c'est un Agatha Christie qui est, je trouve, à découvrir, que ce soit d'ailleurs pour les amoureux du genre ou pour peut-être justement les lecteurs qui souhaiteraient se lancer un petit peu en douceur dans les romans policiers. Pas une claque donc pour ma part, mais tout de même un roman qu'il faut, je trouve, découvrir, que ce soit d'ailleurs pour le plaisir ou la culture. Et ça me fait penser que j'ai plein de romans de cet auteur qui m'attendent dans ma pile à lire et je ne sais pas pourquoi j'en sors aussi peu souvent en tout cas, parce que ce sont des romans très courts, parce que définitivement ça se lit bien. Je pense que j'ai cette espèce d'a priori que voilà, ce sont des romans assez vieux et donc je me dis l'écriture va être vieillissante, va pas forcément être agréable, alors que non, à chaque fois que je lis à Agatha Christie, eh bien j'en viens toujours à la même conclusion, c'est que sa plume reste très moderne et très agréable. Donc ouais, je pense que ce serait pas mal que je mette un petit coup de boost et que j'en sorte un peu plus régulièrement. Et là tout de suite je me dis qu'il y a peut-être moyen que j'en cale durant le Black November, ce qui serait top puisque comme j'ai dit, ce sont des romans toujours très courts et du coup pour un challenge, ça peut être une bonne solution. Alors le roman suivant pour le coup a été écrit il y a peu d'années de ça, mais l'histoire quant à elle a lieu à une époque ma foi fort lointaine et il s'agit donc du roman Les Chevelus de Benoît Séverac aux éditions 10-18. Alors comme je le disais, l'histoire de ce roman prend place durant l'époque romaine, autant vous dire que c'était pas hier. Et j'avoue que même si j'étais curieuse, parce que c'est vraiment pas une époque sur laquelle j'ai l'habitude de lire, ça me faisait aussi un petit peu peur, parce que justement j'avais peur de ne pas forcément y retrouver des traceurs que je connaissais, d'être un peu perdue dans l'époque. Mais malgré tout, je me suis lancée. Je pense que la taille là aussi de ce roman m'a aidé peut-être à passer le cap. Du coup, dans ce roman, on va principalement suivre un personnage dont j'ai complètement oublié le nom. En même temps, on est quand même sur des noms romains et gaulois, autant vous dire que c'est pas forcément le genre de prénom que l'on entend tous les jours et du coup mon cerveau a un peu du mal à imprimer. Bref, nous allons donc suivre un personnage qui est un centurion qui grosso modo va tenir le rôle d'enquêteur dans un meurtre parce que donc nous sommes dans une ville en pleine construction dans laquelle cohabitent depuis assez peu de temps, dirons-nous, les Romains et les Gaulois. Donc tout se passe plutôt bien, même si, on va dire, les accords de paix sont un petit peu vacillants, en tout cas pourraient être brisés assez facilement. Et donc un jour, l'un des fils d'une des plus riches familles romaines de cette ville est retrouvé assassiné et on l'a assassiné avec une arme qui, a priori, appartient à un Gaulois. Autant dire que si ça vient à se savoir, ça risque de forcément bien foutre la merde. Donc on va dépêcher ce centurion histoire de trouver le responsable et essayer
de gérer au mieux toute cette situation. Et là où ça va commencer à devenir compliqué, c'est qu'à ce premier meurtre vont venir s'en ajouter d'autres. Et donc voilà, on va suivre, je dirais, un microcosme de personnages dans cette ville romaine autour de ce mystère, savoir mais qui tue ces jeunes gens de bonne famille. Comme je l'ai donc dit, j'étais très curieuse de pouvoir découvrir ce titre parce que j'ai déjà lu d'autres romans de Benoît Séverac, mais dans des genres tout autres, dans vraiment des policiers et des thrillers pour le coup hyper contemporains. Et en plus de ça, c'est vrai que à titre personnel, je lis assez peu de romans historiques et encore moins d'ailleurs de romans policier historique. Cette histoire fut donc en ce sens assez rafraîchissante et surprenante parce qu'il faut reconnaître que l'époque gallo-romaine n'est pas vraiment une époque que j'apprécie particulièrement, ni d'ailleurs une époque sur laquelle j'ai beaucoup de connaissances. J'avoue que le début de ma lecture a été un peu déroutant parce que, comme je le disais, on a par exemple des prénoms qui ne correspondent pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre, on a aussi beaucoup de vocabulaire latin et en plus de ça, il me fallait le temps d'intégrer un petit peu, je dirais, le mode de fonctionnement de la société de cette époque. Néanmoins, l'écriture de l'auteur est assez fluide pour que l'on plonge en douceur dans l'ambiance et dans l'époque. Par contre, comme d'ailleurs à chaque fois que je rencontre ce type de procédé dans un livre, je déplore le fait que les notes explicatives soient toutes concentrées à la fin du roman parce que personnellement, je ne trouve pas ça naturel ni même agréable, ce qui fait que, sincèrement, durant ma lecture, je n'allais pas voir le lexique à la fin à chaque fois que j'aurais dû. Et je pense qu'au-delà du fait que ça m'ennuyait, j'ai aussi peut-être perdu un peu une part de ce roman. Et j'ai vraiment aimé en apprendre plus sur tout le côté historique de cette histoire. Alors oui, par moments, cela pouvait sembler un petit peu comme un cours scolaire ou comme une sorte d'étalage de connaissances, mais je trouve personnellement que l'auteur a su rester à la limite pour que cela reste plaisant sans que l'on tombe dans le too much. J'imagine que l'auteur doit être à titre personnel assez passionné par l'histoire, ou en tout cas par cette période de l'histoire. Et il faut savoir aussi que ce titre était donc son tout premier roman et je trouve personnellement que pour un premier essai, c'est plutôt concluant. L'enquête et l'intrigue en elle-même ne sont pas très originales et le mystère est assez vite réglé, je trouve. Mais malgré tout, l'ensemble reste agréable, bien rythmé et l'originalité pour moi est vraiment apportée par ce contexte historique. J'ai par contre quelques regrets concernant la fin que j'ai trouvé peut-être un peu précipité, mais je le répète, pour un premier roman, ça reste très qualitatif et c'était déjà à l'époque, je trouve, très prometteur. Je n'ai pas eu d'attachement particulier au personnage, mais je ne pense pas que c'était l'un des objectifs de l'auteur. C'est juste que, là encore, à titre de goût personnel, j'aurais aimé que les personnages soient peut-être plus travaillé, plus développé. Alors cela n'aurait pas permis de complexifier l'intrigue, mais je trouve que ça aurait ramené plus d'épaisseur à ce roman. En résumé, pour moi, c'est un roman policier qui se lit rapidement et facilement dans un genre littéraire que je lis assez peu et rien que pour ça, je suis très contente d'avoir découvert ce titre. Néanmoins, je préfère lire Benoît Séverac dans ses romans plus contemporains. Ayant lu, comme je le disais, d'autres de ces titres qui sont beaucoup plus récents, je trouve que l'on ressent en tant que lecteur le fait qu'avec le temps, il est appris à étoffer ses histoires et à beaucoup plus enrichir ses personnages. Je continuerai donc à lire du Benoît Séverac parce que jusqu'ici, tout ce que j'ai pu lire de lui a toujours été très qualitatif et je suis très heureuse d'avoir enfin découvert son tout premier roman. Même si vous l'aurez compris, pour moi, ce n'est clairement pas le plus réussi de tous ces titres. J'hésitais à savoir dans quel ordre j'allais vous présenter les deux derniers titres, mais je me dis qu'on va garder le meilleur pour la fin. Du coup, pour ce qui est du roman suivant, on passe donc au titre Les monstres de Maud Mayeras aux éditions Pocket. Alors, je vais vous pitcher très rapidement l'histoire parce que je trouve que c'est un roman qu'il faut vraiment découvrir au fur et à mesure des pages et je pense vraiment que c'est comme ça, dans cet objectif-là en tout cas, que l'auteur l'a écrit.
Tout ce que je vais donc vous dire, c'est que dans ce roman, on va suivre une femme qui a priori est séquestrée depuis de nombreuses années avec ses enfants à qui on a inculqué une sorte de réalité un peu parallèle qui n'est pas forcément celle du commun des mortels. Ils ont donc des sortes de règles de vie et un rapport effectivement au monde autre qui... On sent qu'il y a un truc qui cloche et qui n'est pas normal, et je ne vous en dirai pas plus. Parce que je me souviens désormais du résumé, et je sais pas, je trouve que pour le coup, le résumé à l'arrière de ce roman en dit peut-être un peu trop. Et donc voilà, avec Les Monstres, j'ai du coup lu le dernier roman de Maud Mayeras que je n'avais pas encore lu et qui est disponible. Et je dois reconnaître que je suis assez triste tout simplement parce que du coup je ne sais pas quand est-ce que je pourrais lire un autre de ces romans. D'ailleurs je ne sais même pas si elle en a un autre en préparation. Et aussi triste parce qu'à ce jour, ça sera vraiment le titre de l'auteur que j'ai le moins apprécié. Jusque-là, j'ai toujours beaucoup aimé ces romans que je trouve originaux et sombres à souhait. Alors avec ce titre-ci, elle n'a pas dérogé à ses habitudes puisque, une fois de plus, elle va plonger le lecteur dans les recoins les plus sombres de l'être humain. C'est simple, avec Maud Mayeras, l'homme est capable de tout et surtout du pire, et j'avoue qu'avec ce titre-ci, je crois qu'on touche le fond du fond. Attention donc aux âmes sensibles, je vous préviens, elle n'épargne rien au lecteur. Elle aborde ici des thématiques vraiment difficiles et un peu touchy. Très clairement, je crois qu'elle fait vivre le pire à ses personnages. En même temps, comme je l'ai dit à la lecture du résumé, on comprend parfaitement que l'on va être avec une mère séquestrée avec ses enfants, donc partant de là, on se doute que l'on ne va pas être du tout au pays des bisounours, bien au contraire, on est avec du roman bien sombre. Alors il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et une fois de plus, comme je crois c'est le cas avec chacun de ces romans, j'ai vraiment apprécié la complexité et la psychologie de ces personnages. Comme à chaque fois avec elle, on est vraiment en présence de personnalités extrêmement complexe, pleine de nuances et de paradoxes, et en tant que lectrice, j'adore vraiment rencontrer ce genre de personnage qui est, je le sais, capable de me surprendre à chaque page. Alors bien sûr, avec un titre pareil, on s'en doute, l'auteur aborde la question du monstre. Qu'est-ce qui définit qu'une personne peut être dite monstrueuse ou non? Elle joue avec ça, elle n'hésite pas à brouiller les rôles et j'ai trouvé ça hyper intéressant. La dureté de certaines scènes et les thématiques abordées ne m'ont personnellement pas dérangée ni surprise parce que je m'y attendais, parce que désormais je connais tout de même plutôt bien l'univers et la plume de l'auteur. Là où j'ai eu personnellement plus de mal, c'est concernant un parti pris artistique dans ce titre, puisque en effet, dans Les Monstres, toute la dimension de conte, et plus largement d'ailleurs les histoires, je dirais, pour enfants qui permettent de créer une sorte de réalité alternative ont une vraie importance et sont omniprésent. Du coup, on se retrouve avec des passages, des chapitres à la première personne assez nébuleux et aussi des chapitres qui sont en réalité des contes totalement inventés, et je reconnais que j'ai eu un peu de mal avec ces passages-là. Les moments un peu nébuleux en général ne me dérangent pas. En tant que lectrice, j'aime ne pas forcément tout comprendre tout de suite et me faire parfois balader par l'auteur, mais là j'avoue qu'à un moment, j'ai cru que l'on n'allait jamais sortir de cette histoire sans queue ni tête. En résumé, je dirais que si le fond de l'histoire et les personnages ont su me captiver, la forme, quant à elle, m'a parfois un peu perdue et ennuyée. Ce qui fait donc que je n'ai pas forcément toujours apprécié ma lecture de bout en bout, comme ça avait pourtant été le cas avec ces autres titres. Malgré tout, je tiens une fois de plus à saluer vraiment le travail de l'auteur, parce que comme d'habitude, elle a un vrai don pour proposer, je trouve, des histoires originales, bien construites, et elle n'hésite pas vraiment à aller au bout de ses idées,
quitte peut-être parfois à heurter un petit peu le lecteur. Mais bon, si vous êtes comme moi, je pense que vous aimez bien vous faire un petit peu bousculer de temps en temps. La fin est intéressante et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le parti pris de l'auteur, même si je l'ai trouvé peut-être un peu rapide. De plus, contrairement d'ailleurs à ses autres romans, pour le coup, j'avais vu venir les différentes révélations que l'auteur distille tout au long de son récit. C'est donc loin d'être une mauvaise lecture, c'est un quasi huis clos qui reste, je trouve, original et intéressant, mais malgré tout, ça restera pour ma part, à l'heure actuelle, le roman de Maud Mayeras qui m'aura procuré le moins de plaisir. Maintenant, si vous avez envie de lire un roman noir psychologique jusqu'au boutiste et que l'horreur, dirons-nous, ne vous fait pas peur, alors allez-y, tentez l'expérience. Mais si ce titre n'arrive pas à vous convaincre, personnellement, je vous recommanderais vraiment de tester d'autres romans de l'auteur qui, je trouve, sont peut-être plus réalistes et plus addictifs. Vraiment, pour ma part, Les Monstres a une place particulière dans la bibliographie de l'auteur. C'est pas plus mal, elle tente des choses, mais j'ai pas complètement accroché à ce qu'elle proposait. Et le dernier roman de ce point lecture risque de ne pas surprendre grand monde, puisque si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que c'est presque un rendez-vous incontournable des points lecture, puisque oui, j'ai lu un nouveau King, j'ai donc lu Revival de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Et je trouve que cette couverture est particulièrement belle. Voilà, j'aime toutes les couvertures, vous le savez, de cette collection, mais alors celle-ci, je sais pas, elle m'appelait, encore plus que les autres. Si je devais vous pitcher ce roman, je dirais que c'est une histoire qui débute dans les années 60, je crois, enfin vous me direz, avec le King, rien de surprenant. On va donc suivre durant ces années-là un jeune garçon qui s'appelle Jamie, qui vit donc avec ses parents et ses frères et sœurs dans un petit bled paumé. Là encore, rien de surprenant avec le King. Un jour donc, ce petit bled va voir débarquer un nouveau pasteur, même s'il n'est pas vraiment pasteur, mais disons une nouvelle personne qui va venir prêcher dans leur église, qui est d'ailleurs un homme plutôt jeune qui s'appelle Charles, qu'on appelle Charlie, qui arrive donc avec sa femme et son très jeune fils. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jamie va rapidement d'ailleurs sympathiser avec Charlie. Charlie qui a une sorte de passion débordante, même il est carrément obnubilé, je dirais, par une sorte d'électricité. Disons que tout ce qui tourne autour de l'électricité, des champs magnétiques, etc., c'est vraiment son dada, et il fait pas mal d'expériences par rapport à ça, il crée pas mal de choses, crée pas mal d'objets. Toujours est-il donc qu'un jour il va se passer un événement qui va un peu tout chambouler, et dans la suite du roman, on va continuer à suivre Jamie durant de nombreuses décennies. Jamie qui va devenir un guitariste assez célèbre et qui, tout au long de sa vie, va à plusieurs moments recroiser la route de Charlie. Et voilà, c'est vraiment toute une histoire qui va se construire autour de ces deux personnages qui ne vont cesser de se rencontrer et de se séparer. Et autour de ça, cette espèce d'aura de l'électricité, mais pas que. Et bien sûr, en filigrane, cette chape, ce contexte également de la religion. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous l'avez déjà deviné en m'entendant en parler. Ce fut une bonne lecture. Alors j'ai été vraiment très curieuse de découvrir enfin ce titre, tout d'abord parce que c'est un King dont personnellement j'entends assez peu parler, et aussi parce qu'à la lecture du résumé, je n'arrivais pas à définir, à sentir dans quel type de roman, dans quel type de récit le King allait m'embarquer. Et j'ai été très heureuse parce que c'est donc un titre du King que j'ai trouvé finalement très réaliste, dans lequel on a juste un petit soupçon de fantastique, et personnellement c'est vraiment ça que je préfère chez l'auteur. Ce roman m'a pas mal rappelé le roman 22-11-63, qui est également un titre assez réaliste dans lequel on retrouve une petite part de fantastique,
Et d'ailleurs, dans les deux romans, on va vraiment être centré sur un personnage principal que l'on va suivre durant de nombreuses décennies. Deux personnages principaux qui, chacun d'ailleurs à leur manière, vont sembler vivre plusieurs vies en une. Là encore, je trouve que c'est un point commun entre les deux titres. Bref, j'avais beaucoup aimé ma lecture de 22-11-63 et j'ai également beaucoup aimé, même si c'est un peu moins, ma lecture de Revival. Pourtant, à la base, je reconnais que cette histoire d'électricité ne m'avait pas forcément attirée, mais assez rapidement, je me suis laissée porter et j'ai complètement plongé dans l'histoire. Une fois de plus, Stephen King a su créer des personnages qui sont le reflet de gens lambda criant de vérité auxquels on s'attache très vite. De plus, toute l'histoire est racontée à la première personne du point de vue de Jamie comme une sorte de longue confession et c'est un procédé que j'avais déjà beaucoup aimé dans Dolores Claiborne et même si dans ce titre-ci il est peut-être moins poussé, je dirais que dans Dolores Claiborne, ça n'en reste pas moins un procédé très efficace, très immersif, qui aide à se laisser porter par le récit et à suivre avec ferveur et intérêt l'histoire de Jamie de sa petite enfance à ses 60 ans environ. Je suis désolée si vous entendez des cris, mais je vis à côté d'une école et c'est l'heure de la récréation et forcément, les enfants ça crie. Et je vais pas pouvoir faire grand chose contre ça. Comme souvent, l'auteur va aborder des thématiques dont il se sert très régulièrement. Ici, on s'en doute donc, il va y avoir la thématique de la religion. Alors, bien sûr, il va parler de fanatisme religieux, mais aussi de la perte de la foi et de la remise en question des croyances. J'ai trouvé le personnage du révérend Charlie hyper intéressant parce que, comme c'est souvent le cas avec les personnages du King, c'est un protagoniste qui présente vraiment deux facettes. Il renferme en lui-même vraiment le bien à l'état pur et également une part, pour le coup, beaucoup plus sombre. J'ai eu le sentiment que l'auteur avait mis une grande part de lui-même dans ce titre-ci. Il faut savoir que dans ce roman, par exemple, il y est beaucoup question de musique puisque donc Jamie, notre personnage principal, devient musicien dans des groupes de rock et on sait pertinemment que Stephen King est un grand fan de rock et qu'il joue d'ailleurs lui-même dans un groupe. De plus, le personnage de Jamie devient dépendant aux médicaments puis à la drogue suite à un accident qu'il a subi et on sait aussi que Stephen King a eu une grosse période où il a dû faire face à ses addictions, où il a d'ailleurs suivi une cure de désintox pour se sevrer et qu'il a également subi un grave accident de la route qui l'a profondément traumatisé. Du coup, tout au long de ce roman, j'avoue que je n'arrêtais pas de penser à l'auteur au travers du personnage de Jamie. Et paradoxalement, c'est peut-être une des choses qui a permis d'en faire un personnage encore plus profondément humain. La majeure partie de ce roman se déroule juste à côté de Castle Rock et ce n'est qu'un des éléments qui, une fois de plus, permet d'ancrer ce roman dans le multivers de Stephen King. Comme c'est généralement le cas, on a donc, une fois de plus, de nombreuses connexions avec les autres romans de l'auteur. Alors, je pense que l'un des liens les plus clairs et les plus directement cités dans ce roman, c'est avec le roman Joyland, puisque le parc d'attractions de Joyland est directement cité ici, et d'ailleurs le personnage de Charlie y travaille un moment. La ville de Jérusalem Slot est également citée ici, mais je pense que le lien le plus flagrant avec l'histoire de Salem est un livre bien particulier que les deux romans ont en commun, qui est donc également cité ici. Je n'en dirai pas plus, mais si vous avez lu Salem, je pense que vous voyez parfaitement de quel livre je parle. J'ai vraiment lu ce roman avec beaucoup d'entrain et d'envie. Je trouve vraiment que dans Revival, Stephen King a très bien géré le rythme narratif, même si j'avoue avoir ressenti peut-être un petit ralentissement dans les 150 dernières pages. On a vraiment plusieurs parties avec plusieurs époques et toutes m'ont intéressée pour des raisons à chaque fois différentes. Également aussi peut-être parce que notre personnage principal, Jamie, subit des évolutions dans chacune de ces époques. J'avais très bien en tête tous les personnages et ça c'était fort appréciable parce que
On le sait, ça n'est pas toujours le cas avec les romans du King. Il est quand même passé spécialiste dans l'art de nous pondre 350 000 personnages dont les 3/4 ne serviront à rien. Enfin, je dis ça. Non, ça arrive, mais c'est pas non plus ce qui se passe dans la plupart de ces romans. Il faut aussi savoir remettre les choses à leur place et arrêter avec certaines idées préconçues que l'on a sur l'auteur. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais à rétablir une vérité. Oui, ça arrive, mais c'est quand même pas le cas de la plupart de ces romans. En tout cas, dans celui-ci, ça n'était pas le cas. Après, malgré tous ces points extrêmement positifs, je dois reconnaître que j'ai peut-être été un peu déçue par la fin. Non pas que je l'ai trouvé raté ou bâclé ou autre, mais disons que ce n'est personnellement pas le genre de fin que je préfère chez le King. Il y a de nombreuses références musicales forcément tout au long de ce titre, d'ailleurs je ne les avais pas toutes, loin de là, mais il y a aussi pas mal de références à la littérature et donc assez rapidement on comprend pourquoi et comment Revival se veut une sorte d'hommage à Edgar Allan Poe et à Lovecraft. Personnellement, en le lisant, j'ai surtout pensé à Mary Shelley, mais bon, pourquoi pas. Pour moi, ça reste donc du très bon King, très bien rythmé, très équilibré, même si j'aurais peut-être quelques reproches à faire dans la dernière partie et concernant, comme je l'ai dit, la fin. Mais malgré tout, on est parfaitement dans l'univers global du King. J'ai personnellement préféré 22-11-63 et Jayland. Comme j'ai dit, hein, c'est des titres que je trouve on peut vraiment mettre en parallèle de Revival. Peut-être parce que dans ces deux autres titres, l'amour et l'amitié y ont une part beaucoup plus importante. Il faut croire que peut-être en vieillissant, je deviens plus fleur bleue. C'est possible. Toujours est-il donc que malgré tout, ce fut une très bonne lecture pour moi. Pas parfaite, loin de là, mais très plaisante. Un King donc de plus à mon actif et encore une réussite. Je dois reconnaître que pour l'instant, j'attends encore à ce jour que l'auteur me déçoive. Ce n'est pas encore vraiment arrivé. Ce n'est pas exclu que je tombe un jour sur l'un de ces romans qui pour le coup ne soit absolument pas à mon goût ou que je trouve raté. Mais pour le moment, et pour mon plus grand plaisir, je me délecte à chacun des romans que je peux lire de cet auteur. Et ça tombe bien parce que j'en ai encore une jolie petite pile qui m'attend dans ma pile à lire. Et petit spoil, je suis en train d'en lire un autre en ce moment. Et je m'attaque à un sacré morceau. Je n'en dirai pas plus. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture. Une fois de plus, j'aurais, je trouve, présenté des titres dans des genres assez différents, assez variés, et j'espère que ça vous convient toujours autant, même si vous l'aurez compris, il continuera à y avoir du King, et d'ailleurs beaucoup de King sur la chaîne. Alors comme d'habitude, si vous souhaitez papoter à propos des titres du jour, ou d'ailleurs d'autres lectures, n'hésitez surtout pas à venir en commentaire, je suis ouverte. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être si vous laissez des commentaires, vous avez dû remarquer, mais je suis beaucoup plus régulière et réactif dans mes réponses aux commentaires. Je ne promets pas que ce soit toujours le cas dans les mois et les années à venir, mais pour l'instant, j'ai trouvé un rythme et je m'y tiens plutôt bien. Sur ce donc, je vous retrouve très prochainement, soit pour un book haul, parce que j'ai encore une petite pile de romans à vous présenter, soit pour un autre point lecture, parce que même si j'achète des livres, vous l'aurez compris dernièrement, je lis aussi pas mal. Dans tous les cas donc, je vous donne rendez-vous sur la chaîne, et bien sûr, d'ici là, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!